Je peux parler français, d'accord. Merci. Donc voilà, donc je vais présenter, hein, une des, écoles graduées ou graduate school, de, l'université Paris-Saclay, donc qui est, la graduate school éducation, formation, enseignement. Donc dont je suis moi-même, directrice adjointe recherche, donc depuis, 2020. Hem, alors, je vais d'abord dire d'où je parle, donc et puis après, donc je présenterai, effectivement, l'université Paris-Saclay et ce que sont les graduate schools dans cette université et ensuite plus particulièrement, la graduate school, éducation. Donc moi, comme j'ai dit, je suis professeure de sociologie à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une des 2 universités membres associées avec l'université d'Évry de l'université Paris-Saclay. Donc je suis, alors quels sont mon parcours et mes fonctions, hein? Je suis doyenne de faculté, donc on dit aussi directrice d'UFR, des sciences sociales. Je l'avais déjà été, donc il y a un peu plus de 10 ans et donc je le suis redevenue depuis, même 2024 d'ailleurs, j'ai marqué. J'ai exercé entre-temps d'autres fonctions, hein, notamment comme directrice adjointe, de mon UFR ou comme responsable, de quinquennale. Donc voilà, donc j'ai une certaine expérience à la fois, au sein de l'université de Versailles-Saint-Quentin. J'ai été élue au conseil d'administration. J'ai été vice-présidente aussi aux relations sociales et professionnelles et par rapport à l'université Paris-Saclay, donc j'ai suivi la construction évidemment et j'ai été directrice de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay pendant 2 ans et donc je suis, directrice adjointe recherche de la GSFE depuis 2020. Donc c'était pour 5 ans, mais ça a été prolongé, d'1 an, suite, aux épisodes, de la crise, sanitaire. Donc voilà, c'est à ce titre-là que je vais vous présenter d'abord des éléments de diaporama officiel, hein, mais aussi, donc, de l'université Paris-Saclay, de la place des graduate schools dans cette architecture, et donc je vais vous expliquer, j'espère, ce que c'est, hein, et donc ce qu'est, plus particulièrement la graduate school éducation, formation, enseignement et après voilà, donc vous avez une question? Oui, Eh, un moment, Maquisé, s'il vous d'accord. plaît, pueden cerrar sus micrófonos. Muchas gracias. Vous pouvez continuer. Merci. Donc après la présentation institutionnelle, donc avec des éléments, hein, de diaporama qu'on m'a transmis par ailleurs, je vais essayer d'avoir un regard, des éléments complémentaires sur ce que j'ai vécu et d'analyse organisationnelle, d'histoire de notre graduate school en particulier et ses perspectives. Donc si on a un petit peu de temps pour, voilà, pour le présenter. Alors plus sous l'angle de la recherche, puisque je suis directrice adjointe, recherche, mais je vais aussi quand même parler, formation et puis, la dimension internationale, hein, dans la mesure du possible. Donc comme ça a été dit, je crois, lors de la présentation, hein, si j'ai compris un peu, donc l'université Paris-Saclay, donc est alors une université, un nouvel établissement, hein, qui, a été, issu de la fusion, ou en tout cas de l'association d'un certain nombre d'établissements, universités et grandes écoles, avec l'objectif, donc fixé par, l'État, hein, français, notamment de grimper dans les classements internationaux et en particulier le classement de Shanghai. Donc effectivement, l'université Paris-Saclay est maintenant, dans le top 20 comme on dit, hein, donc 13e du classement de Shanghai. C'est la première, université dans ce classement en France, aussi la première en Europe et donc c'est une université, donc pour ça aussi que la recherche, est aussi mise en avant, hein, une université intensive, de recherche intensive de rang mondial. Donc à propos de l'université Paris-Saclay, donc ça c'est le schéma que je présente. Comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment un regroupement d'universités, de composantes et d'écoles. Donc il y a, maintenant actuellement, 10 composantes universitaires. Les 2 universités dont je vous ai parlé, qui sont en dessous, donc la mienne, l'UVSQ, donc en bas du document et puis, l'université d'Évry également. Donc, les autres, donc il y a également, donc je remonte ici, hein, dans le schéma. Donc il y a également des organismes de recherche, le CEA,
Centre d'énergie atomique, le CNRS, l'INRAE, l'INRIA. Donc ça, c'est des organismes de recherche. Il y a des grandes écoles. Donc en France, il y a deux systèmes depuis Napoléon, avec des grandes écoles et des universités. Et donc, un des projets d'Université Paris-Saclay, outre les classements internationaux, mais c'est aussi de regrouper grandes écoles et universités. Donc, ça ne s'est pas fait avec Polytechnique, j'ai entendu que vous en avez parlé, mais ça s'est fait avec l'École normale supérieure Paris-Saclay, Centrale Supélec, AgroParisTech et l'Institut d'optique. Donc, je remonte, c'est la troisième ligne du schéma. Et ce que vous voyez au-dessus, ce sont les composantes universitaires qui étaient aussi les facultés de l'ancienne Université Paris-Sud, donc faculté de médecine, faculté de pharmacie, des sciences, de sport, faculté de droit, économie, gestion et les IUT également. Donc voilà, donc ça c'est en fait en réalité un complexe, on va dire, d'universités, d'écoles, d'organismes de recherche à l'intérieur de l'Université Paris-Saclay. Et donc en tout, il y a 10 composantes universitaires, 4 grandes écoles, 7 organismes nationaux de recherche, je parle du CNRS, et donc 2 universités membres associées, UVSQ et Évry. Donc c'est un grand établissement, comme on le dit aussi quelquefois. Donc, quelles sont les formations qui sont proposées dans cet grand établissement? Il y a un premier cycle donc, qui se veut innovant, avec 24 000 étudiants et étudiantes. Et donc, pour le premier cycle, regroupé à l'intérieur d'une école universitaire de premier cycle, on a 14 licences double diplôme, 17 licences générales, 2 diplômes donc, qui s'arrêtent à Bac plus 2 qu'on appelle les DEST, 7 BUT, donc c'est les diplômes plus professionnels, et puis donc également donc, une préparation aux études de santé et 36 licences professionnelles. Pardon, Marie-Cé, pardon. Oui. Vous pouvez partager les diapositives? Normalement, je la partage. Là, vous ne la voyez pas? De autres. Comment? Vous ne le voyez pas là. Alors, je vais essayer de recommencer peut-être. Je vais peut-être arrêter le partage et reprendre. Les deuxième, les troisième, les quatrième diapositives. Oui, oui. Moi, je les fais défiler, mais apparemment, vous ne les voyez pas. Donc, alors, attendez, je vais arrêter le partage. Hop. Alors, comment je peux faire? J'essaie, mais… Merci, merci. Là, vous le voyez? Non. Vous voyez les diapositives là ou pas? Non, d'accord. Non. Donc, je recommence. Ce que j'ai essayé de faire, j'espère que ça va marcher. Partager l'écran. Donc, sélectionner un onglet à partager. Alors, ah oui, tout l'écran. Voilà. Donc, alors, peut-être qu'il faudrait que je fasse tout l'écran, du coup. Tout l'écran. Hop. Partager. Je vais essayer de faire autrement, d'accord? Donc là, est-ce que là, vous voyez? Si je remonte, vous voyez ou pas? Non? Toujours pas? Oui. Là, j'ai essayé de passer. Donc ça, c'était la 12e diapositive. Le plan, je suis en train de défiler. Donc, vous ne le voyez pas là. Non. Et là, c'était le schéma que je vous commentais. Oui, vous ne voyez pas non plus. Oui, nous pouvons si, voir. Là, vous le voyez. Yeah. Oui. Donc là, c'était ce que je disais, les 10 composantes universitaires, les 4 grandes écoles, les 7 organismes de recherche et les universités membres associées. Et j'en étais aux formations proposées. Vous voyez là, avec des petits bonshommes avec un petit chapeau. Est-ce que vous le voyez? Oui. D'accord. D'accord. Donc, le premier cycle dont je parlais ici, alors je ne sais pas si vous voyez du coup, mais je vais laisser comme ça. On va laisser. Donc, le premier cycle avec les 24 000 étudiants. Et donc, effectivement, il y a une distinction où il y a une transversalité, une politique de premier cycle. C'est les 3 premières années de licence ou de BUT, etc. Et après, il y a donc, et là, on intervient dans les graduate schools. Les graduate schools sont nés parce qu'il y a une distinction entre le premier cycle et après la dimension master et doctorat. Et donc, les graduate schools vont regrouper master, doctorat, éventuellement jusque laboratoire. Donc là, on a l'offre de master fortement adossée à la recherche de 12 000 étudiants, 67 mentions de master dans 18 graduate schools.
dont la Graduate School Éducation-Formation, dont je vais vous parler. Et le doctorat, il y a 4600 doctorantes et doctorants, 21 écoles doctorales, donc c'est par discipline, et 18, donc, comme on vient de le dire, Graduate School, qui sont aussi aux 2 niveaux, master et doctorat. Ça va? Je continue, hein, Ça sinon va. vous me dites. Alors, c'est quoi les graduate schools? Donc, il y a graduate school, il y a aussi instituts qui sont une dimension, voilà, mais on ne va pas compliquer ici déjà. Donc, il y a 17 graduate schools. La graduate school, elle coordonne les masters, programmes de formation, écoles doctorales et actions de recherche. Et donc, il s'agit de quelque chose qui est plutôt, alors, souvent disciplinaire. Par exemple, vous voyez qu'il y a des graduate schools dans les sciences de l'ingénierie, en chimie, informatique et sciences du numérique, mathématiques, géosciences, physique, sciences de l'ingénierie. Il y a aussi des graduate schools en sciences de la vie. Donc là, il y a sur la santé, biosphéra également, donc biologie, sur la médecine, oui, donc il y a sciences de la vie et sciences de la santé, sur le sport et sur la santé publique également. Donc ça, c'est tous des graduate school de sciences de la vie. Et en sciences sociales et humanités, on a droit, économie et management, sociologie et sciences politiques, et humanité, sciences du patrimoine, donc les lettres, l'histoire et les langues. Donc, c'est là que je disais, hein, donc ça, c'est l'essentiel, et donc les masters relèvent de ces écoles graduées. Il y a aussi des instituts pour les sciences de la lumière, et 2 graduate schools transverses, qui sont la graduate school éducation, formation, enseignement. Donc, c'est celle-là, hein, avec la flèche jaune, que je vais vous présenter plus particulièrement. Et il y a une autre graduate school pour les métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc, en fait, l'enseignement a donc une graduate school dédiée, hein, qui est l'AGS, éducation, formation, enseignement, que je vous présente ici. D'accord. Alors, sur la graduate school EFE, que vous voyez maintenant, ah oui, donc du coup, j'ai remis l'autre diapositive. Ce n'était pas exactement ça que je voulais vous mettre. Je voulais vous mettre les membres de l'équipe de direction. Donc, comme vous voyez, nous avons notre directeur Gilles Ulrich, c'est en bas du tableau, hein, qu'on revoit ici pour la Graduate School EFE. Donc, il y a Gilles Ulrich qui est le directeur de la Graduate School EFE, qui relève de la faculté des sciences du sport. Il y a Catherine Berrier qui relève de la faculté des sciences. Donc, moi-même, directrice adjointe recherche qui relève de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Donc, vous voyez, hein, c'est en gris un petit peu plus, voilà, en surligné. Et Laure Plançon, donc, qui relève aussi de l'université Paris-Saclay et Évry. Et donc, en fait, on retrouve cela dans notre conseil, hein, donc comme la plupart des structures universitaires, hein, nous avons un conseil avec des élus, des membres de collège A, donc des professeurs d'université, collège B, collège C, des membres de droit qui représentent les pôles de formation des différentes universités, des représentants des laboratoires de recherche. Et puis donc là, on retrouve en avant-dernière ligne, hein, en bas, on retrouve évidemment l'équipe de direction de l'AGS et des invités permanents notamment du CNRS, hein, d'un organisme de recherche, et de l'INSPE, qui est un de nos partenaires importants puisqu'il est lié, il organise l'ensemble des formations d'enseignement dans l'Académie de Versailles. Alors, la Graduate School, donc je vais revenir plus particulièrement sur ce que fait la Graduate School EFE, hein. Elle s'inscrit dans le paysage de l'université Paris-Saclay, donc à notre connaissance, en tout cas, c'est la première Graduate School éducation, qui coordonne et anime les formations, notamment les masters, puisqu'on a vu que les graduate schools, c'était master et doctorat, hein. Donc, c'est les masters qu'on appelle MEF, métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. En fait, c'est les masters qui forment des professeurs, notamment, hein, et des personnels éducatifs. Donc, c'est tous les métiers de l'enseignement. Des professeurs, par exemple, pour les petites classes, hein, comme on dit quelquefois, donc professeurs des écoles, donc alors dans le système éducatif français jusqu'à 11-12 ans, hein, donc jusqu'au CM2. Puis après, donc des professeurs de lycée et collège, donc là, c'est les master MEF second degré, donc de 12 ans jusqu'au baccalauréat 18 ans.
Donc là, c'est tous les métiers jusque-là. Et donc, vous avez compris que c'est une autre graduate school qui forme les professeurs des universités, normalement, ou qui s'intéresse, qui forme. En tout cas, qui regroupe les formations pour les professeurs d'université. Et donc, notre objet de recherche est un objet de recherche ciblé sur l'éducation. Donc, on s'intéresse dans une dimension à la fois de recherche fondamentale, mais aussi d'innovation pédagogique et de recherche appliquée à tout ce qui est les problématiques d'éducation et de formation. Alors, pourquoi notre graduate school est spéciale? Elle n'est pas disciplinaire, parce qu'elle est pluridisciplinaire par nature, puisqu'on forme des professeurs qui sont des professeurs de sciences humaines et sociales, des professeurs des écoles, des professeurs de santé. Enfin, on forme des professeurs dans toutes les disciplines. Et donc, l'enjeu sociétal, c'est d'assurer la formation des enseignants pour l'école de demain. Alors, voilà la cartographie des formations de notre école graduée. On peut parler des formations. Donc, il y a 3 mentions. La mention 1, donc la mention 1, comme je disais, c'est pour les petites classes, école maternelle, école primaire, élémentaire donc. Mention 2, c'est pour lycée et collège. Et mention 4, c'est formation de formateurs. Donc, il y a une mention 3, mais à laquelle nous ne formons pas à Paris-Saclay, qui est pour les CPE, je crois, donc les conseillers d'éducation. Donc, avec ces 3 mentions de master 1, 2 et 4, nous avons 9 parcours de métiers de l'enseignement disciplinaires, principalement, et qui sont situés sur 14 endroits, 14 sites, puisque je vais revenir sur la géographie de l'université Paris-Saclay. Donc, la mention 4, je vous ai dit que c'est la mention formation de formateurs. Donc, les disciplines que nous enseignons ou les professeurs du coup que nous formons, c'est des professeurs d'anglais, les professeurs de sport, éducation physique et sportive. Donc, anglais, c'est uniquement à Versailles-Saint-Quentin. De sport, c'est à Évry et Orsay. De mathématiques, c'est à Évry, Université d'Évry et Université, au site d'Orsay. Pour l'histoire géo, c'est Évry et Versailles-Saint-Quentin. Physique-chimie, c'est à Orsay, pardon. Pour les sciences économiques et sociales, donc moi, c'est le master dont je suis co-responsable, à Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est en sciences économiques et sociales. Et sciences de la vie et de la terre, c'est à Orsay. Donc, par ailleurs, outre ces masters qui forment au concours et aux professeurs, et au concours de CAPES notamment, CAPES de sciences économiques et sociales, il y a aussi des préparations à l'agrégation. Donc là, c'est un niveau un peu plus élevé, donc on va dire, c'est une hiérarchie de concours pour les professeurs. Et donc, il y en a en convention avec l'académie, donc en sport, en mathématiques et en physique-chimie. Donc, je passe. Alors, quelles sont les missions de la Graduate School EFE, éducation, formation et enseignement? Donc, elle a pour mission la formation initiale, mais aussi continue, de tous les enseignants personnels d'éducation, des toutes petites classes, jusqu'à l'enseignement supérieur, puisque les agrégés enseignent aussi dans l'enseignement supérieur, ou en tout cas peuvent le faire. Et donc l'enseignement, c'est un enseignement à la fois pour des différentes catégories et aussi différentes disciplines. Donc il s'agit de… alors que fait la Graduate School? Elle coordonne les masters dont on a parlé, les préparations dont on a parlé, et donc elle œuvre à leur visibilité, la reconnaissance et l'attractivité des formations et des métiers de l'enseignement, d'une part. Et d'autre part aussi, donc, elle cherche aussi à promouvoir la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de l'éducation. Donc, du coup, ses principales missions, c'est le fonctionnement des masters métiers de l'enseignement, le regroupement d'un certain nombre d'activités aussi, une dynamique sur les pédagogies innovantes et un développement de programmes de formation et de recherche autour de l'éducation. Donc, l'enjeu, c'est de fédérer de la Graduate School, à partir du master, master, doctorat, recherche, de fédérer les compétences pour une formation d'excellence au métier de l'enseignement et développer des recherches et des innovations autour des problématiques de l'éducation. Alors, comment s'y prend-on?
Alors notamment la Graduate School, donc c'est à la fois une structure, des partages d'informations, des échanges et aussi des événements fédérateurs. Et parmi ces événements fédérateurs, il y a donc pour les étudiants la cérémonie de remise des diplômes. Donc il y a une petite image ici. Donc les journées d'intégration aussi des masters qui sont communes, des journées d'études sur des thématiques liées à l'éducation transverse. Il y a aussi des actions à l'international comme des écoles d'été ou des séjours donc dans d'autres pays. Des événements aussi singuliers au sein des formations qui peuvent être soutenus dans la perspective de la politique de l'école de la Graduate School. Et donc, vis-à-vis de la communauté scientifique et en recherche, on organise aussi des séminaires de travail sur la formation, l'innovation, des workshops, donc des colloques, des séminaires de recherche, éducation. Et donc, là, il y a une publication qui devrait bientôt paraître suite à un des séminaires que nous avons organisé pendant 2 ans. Donc, pour aussi mobiliser la communauté à la fois de formation et scientifique, il y a effectivement des appels à projets qui sont organisés par la Graduate School et donc auprès de l'ensemble de la communauté, des enseignants et des chercheurs. Donc, soutien financier des formations via 2 appels à projets. Un appel à projet pour les formations innovantes, enfin, ou les projets de formation innovants plutôt. Un appel à projet pour le lien formation-recherche et un appel à projet pour la recherche. Donc, avec des critères, notamment la thématique éducation, voilà, un délai pour rendre, etc. Alors là, je vous ai fait une présentation, donc peut-être que vous aurez des questions à poser. Je voulais quand même revenir aussi sur la complexité et les enjeux peut-être de l'Université Paris-Saclay et de la place des écoles graduées. En tout cas, je pense que ça peut paraître effectivement quelquefois, c'est à la fois nouveau, et donc je vais l'expliquer aussi à partir de mon expérience et de ce que j'ai vu dans un certain nombre de présentations que je voudrais donc préciser un peu. Alors, ce qu'il faut bien voir à propos des écoles graduées, c'est que ce sont des structures internes et des nouvelles structures internes qui sont établies selon des principes d'autonomie. Chaque graduate school est indépendante des autres, même si elles peuvent avoir des partenariats, mais aussi de subsidiarité. C'est-à-dire que les écoles graduées ne remplacent pas les facultés. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est pensé au départ, qui fonctionne en bonne partie, mais sur lequel on doit régulièrement revenir, puisque pour l'instant, c'est plutôt effectivement pensé en articulation avec les facultés. Certains pensaient que ça aurait vocation à remplacer. Ce n'est pas le cas pour l'instant, clairement. Donc l'école universitaire de premier cycle, elle gère, ou en tout cas, elle amène des éléments communs et des appels pour l'ensemble des formations de premier cycle. Les graduate schools, écoles graduées, ce sont d'autres structures internes qui sont donc sur l'ensemble des écoles et des universités dont on a parlé, qui portent sur des diplômes de niveau master, doctorat, soit sur un périmètre disciplinaire, par exemple sociologie, sciences politiques, soit thématique ou une mission, comme la mission de la Graduate School est fait, de porter donc les formations et de valoriser les métiers de l'enseignement. Et ça, vous avez compris que ça se retrouve dans différentes universités et dans différentes disciplines, dans différentes facultés aussi. Donc, pour chaque Graduate School, il y a un lien privilégié avec un opérateur, mais il peut y avoir plusieurs opérateurs. Les opérateurs, ce sont les facultés, les universités, les écoles qui sont en lien avec cette école graduée. Donc nous, on est particulièrement peut-être un peu plus complexe que d'autres, puisque effectivement, on a la faculté de sciences, la faculté de droit et sciences politiques, l'université de Versailles-Saint-Quentin, l'université d'Evry, la faculté de sciences de la vie. Donc on a beaucoup de partenaires et beaucoup de laboratoires de disciplines différentes qui sont rattachés, bien sûr, autour et pour nourrir la question de l'éducation et de la formation. Alors, l'opérateur qui a été nommé comme coordinateur de cela, c'est donc la faculté des sports pour la Graduate School Éducation,
Par exemple, pour la Graduate School Sociologie, c'est l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Pour la Graduate School Sciences, c'est l'UFR des sciences de l'ancienne, de l'Université Paris-Saclay, c'est l'Université d'Orsay. Donc, alors, encore aujourd'hui, mais on est en train de sortir de l'expérimentation. L'Université Paris-Saclay est donc un grand établissement, donc encore expérimental, qui s'inscrit, comme je le disais au départ, dans cette politique de regroupement universitaire, impulsée par une volonté politique de l'État pour favoriser l'excellence, la progression des universités dans les classements internationaux, regrouper universités et grandes écoles, mais aussi, et c'est là qu'il y a plus peut-être de débats et quelquefois de tensions, permettre une évolution des statuts des établissements, donc rapprocher d'une certaine manière, par exemple, universités et grandes écoles dans leurs statuts aussi, et les personnels. Et donc, voilà. Donc là, effectivement, il y a un certain nombre d'interrogations par rapport à cela, donc qui ne sont pas totalement levées encore aujourd'hui dans le cadre on va avoir bientôt le projet de grand établissement qui va être donné définitivement. Donc, les moyens sont alloués notamment pour la recherche et l'université, puisque c'est une université de recherche, il y a des moyens spécifiques à l'Université Paris-Saclay à l'échelle de tous les établissements, en plus de ce qu'ont chaque établissement, chaque université et chaque école. Donc, l'Université Paris-Saclay, elle a au moins 2 périmètres, elle a plusieurs périmètres. Le périmètre restreint, qui était l'ancienne Université Paris-Sud, qui a pris le nom d'Université Paris-Saclay, et le périmètre A14, avec toutes les grandes écoles, universités associées dont je vous ai parlé. Donc, je vais revenir sur un territoire, mais c'est un territoire vaste au sud de Paris, et donc ça peut être long et difficile de se rendre d'un site à un autre. Donc, l'UVSQ, qui était membre fondateur, ne serait sans doute plus que entre guillemets, il était question d'une fusion, mais là, on s'éloigne de la perspective de fusion et on est plutôt au sein d'une alliance. Donc, le projet qui doit être définitivement adopté avant janvier, là, est plutôt un projet de fusion en partie avec les grandes écoles notamment, mais d'alliance avec les autres universités. Donc, vous avez compris que les anciennes facultés continuent d'exister. Et par contre, donc effectivement, qu'il y a une politique scientifique qui est gérée par les graduate schools, alors que les anciennes facultés composantes gardent une grande partie des moyens. Et donc, l'école universitaire de premier cycle se rajoute aussi aux facultés. Alors, les facultés, elles gèrent depuis la licence jusqu'au doctorat. Donc, il en résulte effectivement des défis scientifiques, de formation, des tensions quelquefois aussi, mais on va dire que dans l'ensemble, c'est les beaux défis que l'on retient en premier. Donc là, c'est une carte. Donc, vous voyez Paris qui est en haut de la carte. Donc là, c'est une carte quand j'étais directrice de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay, avec tous les laboratoires en sciences humaines et sociales. Donc ça vous donne. Mais dans ces laboratoires, nous, pour la Graduate School EFE, nous avons 7 laboratoires rattachés, qui sont notamment, donc vous voyez sur la gauche à Guyancourt, il y a notamment le CEMOTEV, qui maintenant a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle UMI Source, donc le CEMOTEV, Printemps, DIPAC. Il y en a aussi au niveau de Palaiseau, non, c'est pas de Palaiseau, excusez-moi, je vais pas me tromper. Au niveau d'Orsay, pardon, vous avez le laboratoire Est également. Donc, au niveau des prix, vous avez le CPN, donc tout à fait sur la droite. Donc, vous voyez que nos laboratoires sont aux différents endroits. Là, on peut dire que le centre, le cœur ancien nouveau plutôt de Paris-Saclay est sur le plateau de Moulon. Donc, c'est à une vingtaine de kilomètres de Paris. Donc, c'est pas très loin, c'est pas très, très éloigné, mais quand même, ça fait un éloignement pour aller, par exemple, d'Évry à Versailles, pour certaines choses. Alors, pour rappeler juste l'histoire aussi de la Graduate School EFE, donc, cette Graduate School, elle est née, donc il y avait eu un groupe de préfiguration en 2019, et donc elle est construite, les briques de base, comme on l'a appelé, ce sont les masters métiers de l'enseignement qui existaient déjà dans plusieurs universités. Et donc, les missions qui avaient été préfigurées à ce moment-là,
C'était donc favoriser le maintien, la connaissance, le développement des actions de formation des maîtres et de la recherche dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'enseignement au sein des établissements membres et membres associés de l'Université Paris-Saclay. Donc après, on avait des choses plus classiques, hein, développer l'articulation formation-recherche, élaborer et rendre visibles des programmes de recherche, mais donc transverses, communs, hein, à l'ensemble des structures qui s'intéressent à la formation et à la recherche sur l'éducation, structurer les partenariats, établir des partenariats à l'international, et donc un groupe de travail avait été constitué. Alors, en 2020, on avait eu une réunion de l'Axe Recherche à laquelle j'étais donc comme directrice adjointe recherche, hein, c'était le début. Et donc, j'ai proposé une politique recherche qui était fondée sur une idée, alors que vous avez peut-être déjà depuis longtemps, hein, je ne sais pas, mais qui a été importante pour nous à poser, c'est de considérer que ce ne sont pas seulement les sciences de l'éducation qui font de la recherche sur l'éducation, hein, mais que la sociologie, l'histoire, mais aussi la didactique des sciences, etc., peuvent être mobilisés et donc tous les laboratoires hein, de recherche, tous les laboratoires qui accueillent pour les mémoires, etc., des étudiants de master, peuvent être mobilisés dans la logique de recherche de la graduate school. Et donc du coup, effectivement, c'est quelque chose de singulier dans l'université, puisque là, on essaie de construire en tout cas un axe de recherche qui n'est pas disciplinaire, ni même simplement entre deux disciplines, mais qui est vraiment transverse aux disciplines. Qu'est-ce que les disciplines apportent autour de la question de l'éducation? Et donc, c'est ça que je porte depuis 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans. Donc, on avait fait des axes scientifiques qui ont plutôt bien fonctionné. Hein, donc, comme je vous ai dit, dans les séminaires que nous avons organisés et puis dans les différents workshops aussi. Donc, il y a des choses qui sont organisées à l'échelle de l'AGS. Donc, nos axes, c'est les politiques éducatives, le geste éducatif, c'est-à-dire la relation éducative et le travail éducatif, la question des savoirs aussi, éducation, mais le rapport entre éducation et sciences et didactique, et puis un axe transversal qui intéresse toutes les disciplines, tous les masters, sur l'innovation pédagogique, la réussite éducative, et qui peut intéresser donc toutes les disciplines. Donc, on avait laissé un axe blanc, mais en fait, on réussit bien à faire rentrer, pour l'instant, les différents apports de nos collègues dans ces 3 axes et l'axe transversal. Donc, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des finances qui sont distribuées. Alors du coup, pour chaque graduate school, donc alors c'est pas, ça pourra peut-être sembler pas si important que ça, mais ou au contraire très important, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui sont liés notamment au financement d'excellence, hein. On a dit que c'était une politique soutenue par le gouvernement. Et donc, il y avait 62 000 € au titre de l'IDEX et 25 000 € au titre du lien formation-recherche, qui ont été alloués à la Graduate School EFE. Alors, ce n'est pas elle qui a le plus, hein, je ne vous cache pas, l'éducation, on n'était pas la plus grosse Graduate School, hein, c'est plutôt les sciences qui ont largement plus, mais... Et donc, ils nous servent à financer la cérémonie de diplôme des masters métiers de l'enseignement, l'accompagnement des séminaires de la Graduate School, les séminaires recherche, les accueils de rentrée, et puis les appels innovation pédagogique, appels recherche. Et donc, en 2025, il est prévu, enfin, doit se prévoir pour la fin de l'année, hein, une sortie de l'établissement expérimental. Mais pour l'instant, donc, il a été dit que les Graduate School continueraient, bien sûr, en tout cas, continueraient à exister. Donc là, je vous donne juste pour voilà, une photo un peu plus grande de la cérémonie des diplômes qu'on a faite en 2025. Donc, le monsieur que vous voyez en haut, c'est le président donc, de l'Université Paris-Saclay qui était présent. Et l'ancienne présidente aussi de l'Université Paris-Saclay, qui a été ministre, je ne sais pas si vous avez suivi, hein, de l'enseignement supérieur, donc qui était présidente avant Camille Galap. Donc, c'est Sylvie Retailleau qui était la marraine de cette cérémonie. Et donc voilà, après on lançait évidemment les écharpes. Et donc il y avait 302 diplômés qui étaient présents, non 302 diplômés, 286 diplômés participants, 228 accompagnants. Donc il y avait aussi 55 enseignants et personnels et donc 514 participants à cette cérémonie. Donc,
Alors, en 2022, on nous a demandé de faire une note stratégique. Donc, je vais quand même revenir sur la recherche et après sur la question internationale. Je vais essayer d'aller plus vite, mais où nous avons confirmé un certain nombre d'éléments qui étaient déjà dans notre note initiale. Donc, c'est pour vous montrer aussi que c'est une dynamique et qu'on évolue, d'accord, sur une base existante. Donc, on a confirmé que les briques de base, ce sont les masters métiers de l'enseignement, hein, qu'on forme les éducateurs, les enseignants dans toutes les disciplines, qu'on est donc pluridisciplinaire en tant que graduate school éducation, et donc on s'appuie sur tous les domaines scientifiques de l'université, pas seulement sciences de l'éducation, mais aussi sciences et ingénierie, sciences de la vie de la santé, etc. Donc, au-delà des disciplines scolaires, on interroge aussi l'activité professionnelle des formateurs, les pédagogies, dans des contextes variés de formation pour adultes. Donc, on est une graduate school de mission, hein, puisque nous, on n'est pas sur un ancrage disciplinaire, mais sur la mission éducation que l'on valorise. Donc, 7 laboratoires équipes de recherche constituent l'adossement. Alors, les laboratoires font à la fois office de laboratoire d'accueil pour les étudiants de nos masters, pour accompagner dans les mémoires de recherche. Et les laboratoires aussi ont des thématiques qui portent sur l'éducation ou des chercheurs qui consacrent pas forcément toute leur recherche, mais quelquefois une partie de leurs travaux sur ce thème de l'éducation. Et donc nous, enfin l'équipe de direction de la Graduate School est fait, notre objectif évidemment c'est de fédérer, développer des synergies à propos des recherches aussi, pour la recherche là, que je travaille plus particulièrement, en, sur et pour l'éducation, et bien sûr également en, sur et pour la formation. Donc, du coup, dans ce cadre-là, on a bien reconfirmé en 2022 qu'il n'y avait pas seulement ce qu'on appelle les sciences de l'éducation chez nous, mais aussi les sciences humaines et sociales, les sciences du vivant notamment, alors, les sciences dans le cadre plutôt didactique. Donc, les laboratoires qui ont été reconnus dans une table ronde, enfin, qui ont accepté d'être participants et laboratoires d'appui, ont confirmé leur intérêt et leur participation. Donc, dans une table ronde et un workshop en 2021, fin 2021. Alors, dans l'articulation entre les graduate school, entre la graduate school et les opérateurs et les laboratoires, ce n'est pas, par exemple, que faisons-nous? On définit une politique scientifique liée à l'éducation qui est une partie de la politique scientifique, on va dire, des laboratoires rattachés. Et on n'est pas opérateur des recrutements, mais par contre, on est aussi des acteurs qui viennent dire qu'il est important pour les formations master de métier de l'enseignement, pour la recherche sur l'éducation, voilà, d'avoir des fiches de poste qui intègrent cette dimension. Donc là, on est effectivement plutôt dans une logique, on va dire, de partenariat. Alors, je vous donne aussi notre dernière commission recherche, un exemple de l'ordre du jour que l'on avait. Donc, on a réalisé un ouvrage collectif suite à un séminaire qui a duré 2 ans, donc sur la réussite éducative et les chemins du savoir, donc qui va paraître aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, normalement en décembre 2025. Donc, on a également parlé, donc je vais vous reparler un tout petit peu de l'international, mais de collaboration à venir et puis d'un workshop qui avait été organisé, donc pour voilà, sur la question des futurs enseignants également. Donc, il y a une quinzaine de la recherche que nous organisons en articulation formation-recherche. Donc, on a une formule qu'on appelle des cafés effets où des chercheurs viennent sur une période de 2 heures. Donc, les cafés, c'est un moment convivial, si vous voulez, et où ils peuvent effectivement venir sur leur recherche parce qu'on cherchait aussi à être sûr qu'on ne manquait pas, à travers nos axes thématiques, des questions ou des chercheurs qui seraient pas forcément, qui seraient pas forcément identifiés par les laboratoires, donc ils peuvent venir exposer une partie de leur recherche sous l'angle d'éducation, etc. Donc, il y a aussi un colloque avec l'Université du Québec à Montréal sur l'enseignement des sciences comme objet de recherche, donc en novembre 25. Donc, on a présenté, on a présenté le projet, ça n'a pas encore eu lieu. Donc, et puis, des projets collaboratifs en cours, puisque je vous ai parlé de recherche appliquée, mais nous sommes aussi sollicités par les villes, par exemple, pour, alors il y a un dispositif de jeu d'échecs qu'organise la ville d'Orsay dans ses écoles et qu'elle souhaite nous voir étudier pour voir les apports, la dimension innovante, etc.
Il y a aussi une recherche comme ça appliquée sur les territoires actifs, sur un territoire, le bassin de Saint-Germain-les-Corbeilles. Donc, vous avez compris qu'on continue de fédérer et donc d'établir une cartographie de la recherche. Et donc, ça, c'est les activités en cours. On a également parlé de l'appel qui va être relancé donc, à la rentrée 2025, puisqu'il restait un peu de finances qui n'avaient pas été distribuées sur la première partie de l'appel. On aimerait bien faire des bourses pour la poursuite en doctorat. Bon, ça, c'est plus compliqué, mais pas tout seul, parce que là, par contre, vous avez compris qu'on n'a pas assez. Et puis, il y a aussi une réflexion prospective, puisque en février 2026, en fait, ça sera peut-être plutôt mars, mais bon, il devrait y avoir des nouvelles élections de la Graduate School. Donc là, on a des éléments de réflexion prospective, d'ajout, etc., de lien avec le doctorat, puisque là, c'est une des questions en cours. Donc, il y a aussi le congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française, dont on est partenaire. Voilà. Et les relations avec les laboratoires. Alors, pour conclure, et je terminerai, donc les deux principaux objectifs confiés au Graduate School dans le contrat 2020-25, c'était donc en produisant une valeur ajoutée par rapport aux autres acteurs déjà existants, de rendre visibles et valoriser les diplômes, les diplômés, les activités de recherche, alors des Graduate School et pour nous de la Graduate School éducation au niveau national et international, de développer des synergies et des mutualisations entre acteurs sur le périmètre de l'AGS. Et donc, puisque j'en avais pas encore parlé, pour la dimension internationale, puisque là, je parle dans ce cadre-là aussi, donc les partenariats européens sont importants, mais d'autres partenariats stratégiques sont encouragés au niveau global. Donc, parmi les partenariats que nous avons plus développés, nous, au sein de notre GS pour l'instant, mais pas seulement, parce que c'est aussi des partenariats de l'Université Paris-Saclay, il y a une alliance européenne qu'on appelle EUGLO, avec 9 universités en Europe, avec laquelle on a organisé une université d'été notamment, donc ça fait 2 années de suite, enfin avec l'alliance européenne EUGLO. Et puis, comme vous voyez ici, c'est une présentation donc, que j'ai empruntée aux collègues donc des relations internationales de Paris-Saclay qui souhaitent développer des partenariats stratégiques avec aussi l'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et l'Asie. Et donc là, c'est la présentation d'une des écoles d'été que nous avons organisées avec EUGLO. Donc là, c'était celle de 2024 où les étudiants donc des masters métiers de l'enseignement, futurs professeurs, sont avec les étudiants futurs professeurs des universités européennes de l'Alliance EUGLO en Allemagne, en Espagne, en Serbie, etc. Donc, se sont regroupés en ligne pour 3 jours durant la deuxième quinzaine de juin, avec des conférences le matin et des groupes de travail, des ateliers l'après-midi. Donc, c'était gratuit pour les étudiants, puisque le financement était pris en charge par l'AGS-EFI, Erasmus et EUGLO. Et donc, c'est les enseignants des différentes universités qui cherchaient à partager les différentes manières de faire l'éducation, aussi de former les enseignants, les rapports à l'interculturalité, la question des élèves allophones, l'inclusion des élèves, de toute façon, et l'idée de construire ensemble l'Europe de l'éducation de demain, donc et de faire vivre une citoyenneté européenne dans les pratiques de classe. Donc ça, c'était les objectifs d'une summer school, comme on dit, donc d'une école d'été organisée avec cette alliance européenne. Voilà. Et du coup, là, je veux bien répondre à vos questions. Donc, on m'avait dit 45 minutes, je pense que c'est à peu près ça. Merci beaucoup, Marie-C. Marie-C, la université répond aux besoins de sa communauté locale, de sa région. Tout le monde parle de l'éducation finlandaise. Quel est votre avis, quel est votre bilan sur cette expérience, sur l'éducation finlandaise? Alors, attendez, parce que là, je ne sais pas ce que vous voyez, mais je crois que je me suis un peu trompée dans mon… Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais arrêter la présentation, c'est ça? Si je clique sur arrêter la présentation, ça devrait être bon. Voilà, je pense que là, ça sera peut-être mieux quand même. Donc là, vous me demandez mon avis sur l'expérience finlandaise, c'est ça, de l'éducation.
Enfin, Eh ben, écoutez, ce n'est pas ma spécialité. Je vais vous avouer franchement. Je sais que c'est un modèle effectivement d'éducation que. Alors, ce qui nous a, enfin, moi, ce qui m'a intéressé, on va dire parmi le modèle finlandais aussi, c'est vraiment une dimension qui vous intéressera peut-être moins, mais qui est, je pense qu'en France, hein, et donc je me suis intéressée à cette dimension-là aussi. On n'est pas assez à l'écoute des besoins, notamment matériels, et des moyens financiers individualisés, des conditions d'enseignement aussi individualisées de nos étudiants. Et donc, effectivement, on voit bien qu'il y a notamment dans la question des financements des étudiants, mais voilà, et des projets qui sont faits actuellement, cette dimension est beaucoup plus présente dans les projets scandinaves en général. Après, sur l'expérience finlandaise, j'aurais mieux fait de demander à ma collègue, d'ailleurs je lui avais proposé, hein, mais bon, c'était compliqué de fixer une date aussi, qui est spécialiste des relations internationales, parce que je sais qu'elle s'est beaucoup intéressée à ce projet. Et moi, là, c'est pas ma thématique recherche en particulier. J'avoue que je voudrais pas trop développer. Moi, je m'y suis intéressée. Pourquoi sur cette dimension-là aussi? Parce que voilà, je m'intéresse également aux questions de précarité, de pauvreté comme chercheuse. Donc, c'est une de mes thématiques hein, transverses. Et donc, du coup, c'est ce que j'avais le plus vu sur les projets européens. Mais je sais que c'est pas ce que vous vouliez me faire dire. Marie-C, l'éducation ne s'arrête pas, elle est continue. Comme Oui. votre école, comme votre grande school, conçoit l'éducation de ces Noirs, D'accord. de plus âgés. Alors, pour le master métier de l'enseignement, enfin pour la graduate school est fait notamment, mais la formation continue, en tout cas, ouais, toute l'éducation. Oui, voilà. Je pense que ce que vous appelez l'éducation continue, enfin je pense, je suis sûre, c'est aussi ce qu'on appelle nous la formation continue et la formation tout au long de la vie. Donc là, l'Université Paris-Saclay est en train de développer de manière très importante ces formations, hein. Formation continue, formation tout au long de la vie. Pour l'instant, on n'était pas, enfin, pas très fort. En tout cas, on mélangeait, on va le dire comme ça, on mélangeait plutôt les étudiants qui faisaient de la formation continue, notamment dans les masters métiers de l'enseignement dont j'ai parlé, on les mélange avec les étudiants de formation initiale. Et donc, on n'avait pas peu de groupes spécialement de formation continue. Mais il y en a quand même un peu. Je vous ai parlé du master MEF 4, donc du quatrième degré. Hein. Et donc là, c'est pour des formateurs, effectivement, des formateurs de formateurs. Et donc, c'est tout au long de la vie. Quand vous avez déjà enseigné un certain nombre d'années, donc effectivement, vous pouvez avoir envie d'enseigner à ceux qui enseignent. D'accord ? Et donc là, c'est typiquement quasiment que pour de la formation continue. C'est une partie des formations. Donc, c'est le MEF voilà, c'est ce quatrième degré, c'est ça, de nos formations. Et je vous ai aussi parlé de la préparation à l'agrégation. À l'agrégation, c'est aussi pour les enseignants pour qu'ils puissent progresser dans leur carrière. Il y a autre chose, donc, parce que c'est un concours qui leur permet effectivement, après, éventuellement, d'enseigner à l'université, de gagner plus, d'avoir une reconnaissance plus grande, etc. Donc ça, c'est la progression de carrière des enseignants. Donc nous, on est par rapport à ça, hein, on est par rapport aux enseignants, à leur progression de carrière, et donc ça, on le fait. Mais sauf les formations dont je viens de vous parler, préparation à l'agrégation et puis MEF 4, autrement, en général, ce n'est pas spécialisé pour ces formations-là. On mélange plutôt des étudiants en formation tout au long de la vie, hein, qui pour raison ou une autre obtiennent par exemple 1 an de formation et viennent suivre la formation chez nous et qui suivent les mêmes cours que des étudiants de formation initiale. Par exemple, des étudiants, donc j'en ai eu, hein, qui étaient professeurs des écoles dans les petites classes et qui voulaient enseigner les sciences économiques et sociales en lycée et collège dans le secondaire. Donc ça, c'est nous qui lui avons fait passer le concours et qui l'avons formé. Mais il était avec nos autres étudiants. Est-ce que je vous ai répondu? Merci. Notre société tend vers une population vieillissante.
population paysanne en général, non? Comme ces sujets de recherche en éducation, l'éducation, population paysanne, ça y est. Alors, en France, ce qui existe notamment, on parle quelquefois des universités troisième âge, c'est ça? Mais alors, est-ce que c'est pour les personnes qui sont déjà en retraite ou c'est pour les personnes justement qui se forment justement tout au long de la vie et qui vont par exemple, avoir une mise à niveau, entre guillemets, c'est pas le bon terme, hein, mais la idée est notre société, oui. notre temps, ten la population âgée, paysanne. Alors, well, je crois que j'avais set population as topic of education research. For research in education, we have a new society. In this new society, the old people increase the number. So there are less and less children and more old people. So this is a challenge for policy public in each country. In your postgraduate, as you think, as you research about this, change. Alors, en fait, il y a plusieurs enjeux du vieillissement et je suis pas sûre d'avoir bien. Oui, mais les enjeux du vieillissement, ils peuvent être effectivement, est-ce qu'on accueille, est-ce qu'on forme, est-ce qu'on actualise la formation pour les personnes vieillissantes en emploi. Donc ça peut être un enjeu. Le deuxième enjeu, mais c'est peut-être celui-là dont vous me parlez, c'est s'il y a trop de personnes vieillissantes, il y aura moins de personnes qui viendront se former pour être professeurs et qui seront, ou je sais pas, ou moins d'enfants aussi dans les écoles. Est-ce que c'est quoi votre question du coup? Ou les deux? Les deuxièmes. La deuxième, d'accord. Donc, c'est s'il y a de moins en moins d'enfants et de jeunes, il y aura aussi besoin de moins de professeurs dans les écoles, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Parce que je répondais. Ok, d'accord. Alors, c'est vrai que c'est un enjeu. Maintenant, c'est un enjeu qui peut être vu de différentes manières. Pour l'instant, il y a des fermetures de classes, effectivement, hein, qui ont été faites. Mais j'allais dire, nous sommes encore, en tout cas en France, avec des classes qui sont quelquefois à 30, 35, 40 élèves dans les classes, notamment en lycée. Donc, on a commencé. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille. Donc, je pense même qu'il ne faut pas, vous l'aurez compris. Mais après, c'est des choix et des arbitrages politiques. Hein, mais qu'il faille forcément se précipiter à fermer les classes. Il faut peut-être déjà desserrer un petit peu la contrainte sur des classes qui sont quelquefois vraiment surchargées, notamment en lycée. Donc ça a commencé un petit peu, hein, puisque effectivement il y a des groupes et donc des classes par groupe de niveau, mais ça n'a pas beaucoup plu, mais par groupe en tout cas, qui ont commencé à être faites, notamment à l'école primaire, aussi dans ce cadre-là. Donc, je pense que voilà, c'est pas forcément catastrophique. D'abord, on verra bien comment ça évolue, mais évidemment, nous, comme acteurs cette fois-ci et comme citoyens, la première chose, c'est il y a eu tellement de dégradation des conditions d'enseignement dans un certain nombre de lieux qu'il faut desserrer la contrainte avec des classes surchargées et que ça doit permettre de continuer effectivement à embaucher des enseignants pour l'instant. Je ne sais pas si je vous réponds de manière. Merci. Marie-C, la population migrante représente un défi pour tout système éducatif. La population migrante, surtout si elle a une tradition culturelle longtemps. Musulmane, exemple. Comment on se demande l'éducation des migrants est-il étudiée à votre grande école? L'éducation des migrants.
comment est-il étudié à votre école, à votre postgraduate ou research? D'accord. Ah, d'accord. Soit en formation, soit en recherche. Bon. Alors, effectivement, la question des migrations, en tout cas en recherche, c'est un des thèmes de recherche, par exemple dans mon laboratoire en sociologie. Donc, on est plusieurs chercheurs et j'ai commencé plus récemment, mais à m'y mettre aussi, à étudier cette question, puisque, comme je vous ai dit, je suis spécialiste des questions de précarité. Voilà. Et donc, il y a quand même une bonne partie des sans-abri, par exemple, maintenant, qui sont des migrants donc, en France. Donc, du coup, effectivement, en recherche, c'est une thématique, notamment en sciences humaines et sociales, qui est explorée par un certain nombre de laboratoires et de chercheurs. Après, par rapport à l'accueil des étudiants, l'université a, alors, traditionnellement, les universités en France ont une politique d'accueil des étudiants, surtout francophones. Ça, c'est la tradition, j'allais dire, un peu historique en France. Et donc, surtout francophones, c'était aussi avec les anciennes colonies et ceux qui parlaient français. Et plus récemment, l'université Paris-Saclay a cherché à promouvoir aussi des liens, notamment avec des pays anglophones ou en tout cas plus riches, on va dire, hein, et y compris à promouvoir éventuellement des formations avec plus d'anglais en tout cas, ou des cours en anglais, une dimension internationale, souvent passée à l'aune de l'anglais. Alors ça vaut notamment en sciences. En sciences humaines et sociales, on est quand même moins, comment dire, partisan de ce genre de choses. Et donc, effectivement, hein, là, il y a plus, peut-être, enfin, ça peut exister un peu, hein, mais en tout cas, il y a une tradition aussi d'attention aux autres langues, notamment aussi à l'espagnol, par exemple, et de maintien de liens avec des pays francophones, donc qui est quand même assez forte, notamment dans tout le domaine des sciences humaines et sociales. Pour l'accueil des étudiants, traditionnellement aussi, donc on en accueille. Et aujourd'hui, en tout cas, pour rentrer dans les masters première année, il y a une voie d'entrée par ce qu'on appelle la plateforme Mon Master, pour ceux qui sont déjà sur place notamment, et en pays d'Europe. Et après, il y a une autre plateforme, par exemple Inception, avec un autre nombre d'étudiants, hein, où on accueille les étudiants étrangers, suivant un certain nombre de critères. Donc, de toute façon, toute notre politique prévoit quand même d'accueillir des étudiants étrangers. Là où il y a difficulté, c'est qu'au niveau national, on va dire comme ça, hein, il y a vraiment une volonté de réduire l'afflux des étudiants étrangers, des migrants, et en particulier des migrants venant peut-être de nos anciennes colonies, d'Afrique. Enfin, la politique de visa, vous savez qu'elle est quand même très compliquée hein, en France et enfin, par rapport voilà, à un certain nombre de pays. Là, en ce moment, il y a pas mal de conflits avec l'Algérie. C'est quasiment vraiment très compliqué de faire venir des étudiants algériens, même quand on les accepte. Donc là, on est tributaire, évidemment, d'autres éléments de politique qui ne dépendent pas de nous. Mais de toute manière, il y a une politique. Pour dire aussi, à un moment, il y avait une volonté d'augmenter d'un gouvernement précédent, d'augmenter considérablement les tarifs des étudiants étrangers. Et les universités, pour beaucoup, en tout cas, plusieurs ont voté, hein, dont Paris-Saclay, qu'elles ne voulaient pas augmenter les tarifs des étudiants étrangers pour continuer à en avoir. Enfin, étrangers, migrants. Donc, je ne sais pas si je vous réponds, hein, mais voilà, il y a plutôt une politique traditionnelle, on va dire, d'accueil dans les universités et des politiques quelquefois contraires où évidemment des interprétations différentes des politiques différentes au sein des universités. Oui, la politique est différente. Voilà, Maguissé, quelle expérience votre grande école a-t-il avec l'étudiant sud-américain? Avez-vous, avec votre grande école, des recherches sur l'Amérique du Sud? D'accord. Alors moi, personnellement,
Et donc aussi, comme directrice adjointe recherche, on a fait venir des chercheurs brésiliens, donc une en particulier qui était, je la cite elle parce qu'elle était dans mon bureau et donc c'est moi qui m'en suis occupée aussi comme professeur, hein, et donc qui est venue dans le cadre des doctorats Sandwich. Donc là, c'est effectivement, et j'ai d'autres collègues qui ont aussi des partenariats avec d'autres pays, hein. Donc c'est vrai que là, récemment, on a eu des liens peut-être un peu plus développé avec le Brésil et avec donc dans ce cadre-là, elle est venue dans le cadre d'un doctorat Sandwich. Il y a d'autres étudiants qui ont été accueillis aussi dans mon laboratoire, brésilien également, avec d'autres de mes collègues dans le cadre de doctorat Sandwich. Je ne sais pas s'il y en a du Pérou, j'avoue, là, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite développer, et j'ai entendu que c'était un axe que souhaite développer l'Université Paris-Saclay. Donc je suppose que c'est pour ça aussi que j'ai été en lien avec vous, hein. Il y a cette volonté en tout cas d'ouvrir davantage. Au départ, c'était vraiment les pays européens qui étaient privilégiés, et là j'ai l'impression qu'il y a une ouverture de l'Université Paris-Saclay vers les pays d'Amérique latine. D'accord. Maricé, Elizabeth, ¿nos acompañas? Elizabeth. Oui, oui, prof. Merci beaucoup, Madame Marie-Bresson, pour cette présentation. Je suis récemment graduée de l'Université de Chili et prochainement je vais voyager en France et à Rennes, en la Bretagne. Oui, Oui, mais ma question est la suivante. Les étudiants étrangers peuvent-ils postuler via un projet de recherche? Et puis-je postuler un doctorat au sein de la Graduate School F en tant que chercheur? Un projet de recherche est-il requis? Sont-ils financés? Y a-t-il des subventions ou des financements des laboratoires? Et par exemple, un professeur de liaison est-il nécessaire? Oui. Et merci beaucoup pour votre réponse, madame. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez un master, c'est ça? C'est en quelle discipline? Ou c'est en quelle... C'est en sciences de l'éducation ou c'est autre chose? Je suis travailleur social. Votre master, Elizabeth. Ah, mais maman, Non, mais es relación internacional, coopération internationale. Ouais. Alors, moi, j'ai déjà, effectivement, d'ailleurs, j'encadre un certain nombre de doctorants qui viennent de l'étranger. Donc, c'est possible de candidater. En fait, alors, mais comme vous l'avez souligné, le problème, c'est aussi la question du financement. Donc là, c'est notamment ce qu'on appelle les écoles doctorales, hein, en France, qui font partie des graduate schools, ou en tout cas de la politique des graduate schools, donc qui ont un certain nombre de bourses de thèse, mais c'est un nombre limité. Et donc, on peut candidater avec un projet qui est vu avec un professeur. Donc, c'est vrai qu'il faut un professeur du pays, hein, de toute manière, mais ça peut être des co-tutelles de thèse, par exemple aussi. Si vous avez, vous, un professeur déjà au Pérou, on peut essayer de construire un co-tutelle du thèse ou simplement une co-direction. Ça dépend aussi où est votre terrain. Par exemple, en sociologie, on a besoin d'un terrain de recherche. Si le terrain, il est plutôt dans le pays étranger, enfin, dans le pays en question ou en France. Donc, il y a différents montages possibles. Moi, j'ai déjà encadré avec un collègue en Italie, hein, un doctorant qui était... aussi sur les questions des politiques sociales en faveur de la jeunesse, hein, politiques socio-éducatives et politiques sociales en faveur de la jeunesse. Et donc, c'était une co-tutelle de thèse avec le collègue. Et donc, notre doctorant a obtenu
une thèse, une bourse de thèse de l'école doctorale de mon université à l'époque, avec ce projet-là. Donc ça peut arriver. Il faut avoir un lien avec le professeur, bien déposer les dossiers dans les délais et dossiers pour le projet de recherche et dossier, enfin de thèse, et aussi le projet pour être sélectionné pour une école doctorale. Maintenant, c'est pas facile, d'accord. Donc là, il faut voir ce qu'il en est. J'ai aussi j'ai vraiment plusieurs doctorants étrangers que j'ai eus. Donc là, en France, par exemple, et à Paris-Saclay, j'ai un doctorant sénégalais qui a soutenu sa thèse. Mais lui, par contre, il n'a pas eu de bourse de thèse. Et donc, en fait, il a exercé un travail comme c'était aide éducateur, je crois, dans un collège, un lycée. Et donc, du coup, il a articulé son travail et son doctorat en même temps. Et du coup, en tant qu'étudiant salarié. Donc, on a plus de temps pour faire sa thèse et comme étudiant salarié. Et puis, la troisième possibilité que vous avez évoquée aussi, c'est de vous greffer à un projet de recherche existant. Et donc là, si un professeur mène un gros projet de recherche sur votre thématique et qu'il obtient ce projet de recherche pour financer un doctorat, eh bien, vous pouvez aussi en faire partie. C'est soit des doctorants, soit des post-doctorants, comme on les appelle, et être financé, par exemple, par ce biais-là. Donc, pour moi, c'est les différentes possibilités de financement par rapport à une thèse. Mais dans tous les cas, il faut effectivement que vous trouviez un professeur qui va vous prendre en charge pour déposer le sujet, pour faire aussi avec vous les démarches, etc. Oh, d'accord. Merci beaucoup, Madame Maris. Merci, Maris. Profesora Marta, ¿puede compartir su pregunta, su comentario, por favor? Profesora Marta, ¿puede compartir su comentario, su pregunta, por favor? Je crois qu'elle a laissé Sí, profesora son Marta. micro éteint. Marisé, ¿vous connaissez Lima? ¿Vous connaissez Pérou? Non, je suis jamais allée au Pérou. Donc, Ah, mais du coup, ça bien, me donne bien. envie, là. Je suis déjà allée à Rio de Janeiro, au Brésil, mais je suis pas allée. Je suis pas beaucoup allée en Amérique latine, donc je suis allée juste une fois au Brésil. Récemment, d'ailleurs, dans le cadre d'un colloque de l'AISLF. C'était une opportunité de visiter Lima. Oui, c'est vrai, oui. En fonction de vos disponibilités, non? De votre temps. Peut-être les prochaines années. Ben, d'accord, il faut trouver une occasion, mais pourquoi pas, effectivement, donc, soit de faire une conférence ou quelque chose. Nous savons Oui. tant. Nous savons tant. Profesora Marta, ¿puede compartir su pregunta? Amigos y amigas, ¿tienen alguna comentario? Y lo traducimos. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Marisé, le Perú posee une expérience en éducation interculturelle. ¿Y quoi?
c'est une opportunité pour votre grande école, pour votre étudiante, pour la recherche, éducation interculturelle. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en tout cas, sur la question de l'éducation interculturelle, c'était un des thèmes de l'université d'été dont je vous ai parlé, donc qui avait été organisée par ma collègue, directrice adjointe aux relations internationales. Donc, effectivement, c'est une question qui était au cœur, je vous l'ai présenté très rapidement, hein, mais au cœur de la Summer School, donc, où il s'agissait que chacun présente aussi ses différentes spécificités éducatives. Et donc, l'idée, c'était vraiment aussi voilà, d'échanger, mais pas seulement d'échanger, hein, d'essayer de trouver des moyens d'avoir des passerelles et de s'inspirer de ce que faisaient les autres pays. Et donc, je ne manquerai pas de me renseigner aussi sur ce que vous aviez évoqué au début. Mais c'est vrai que ce n'est pas moi qui l'avais organisé, cette réunion, c'était ma collègue Laure Plançon. Enfin, ce cours. En ce moment, Maricé, en ce moment, la migration vénézuélienne constitue un défi majeur pour l'État péruvien, pour les public services. La migration, comme en France, Pérou, la migration est un défi pour notre État, notre institution. Alors, ok. Mais du coup, c'est un défi en quel sens? Parce que vous avez beaucoup de demandeurs non? C'est pourquoi? Ou parce que Défi, l'éducation, la salud, non? Different as in general. En général, la migration, ça peut être plusieurs choses. Moi, je suis aussi allée au Portugal, donc là, c'était pas l'immigration, mais c'était l'émigration, leur problème. Donc, voilà, puisqu'il y avait un certain nombre d'intellectuels qui partaient dans d'autres pays, hein, du Portugal, et notamment des jeunes qui préféraient aller faire leurs études et qui ne revenaient pas forcément. Donc ça peut être un problème d'émigration quand les jeunes quittent votre pays parce qu'ils n'ont pas les bonnes formations, ils pensent qu'ils n'ont pas les bonnes perspectives. Donc ça, c'est une première question. Une autre question, c'est quand on a, donc ça j'avais vu aussi en Tunisie du coup par rapport à d'autres pays, donc quand on a effectivement des pays alors plus ou moins proches, voisins, qui au contraire, donc là c'est l'immigration, hein, envoie, enfin ou en tout cas adresse oui, s'adresse tout seul d'ailleurs, hein, mais bon, un certain nombre de personnes pour dans le pays et notamment y compris pour faire des études. Et donc là, il y a aussi l'enjeu de réussir effectivement à trouver comment on les articule avec les jeunes. En général, c'est les jeunes, mais vous avez rappelé que c'était aussi tout au long de la vie que nous formons dans nos formations. Donc, c'est vrai que là, il y a un enjeu de la langue qui est très important, donc de la maîtrise de la langue hein, pour nous, de savoir ce qu'on fait, si c'est des anglophones, puisque certains voulaient attirer les anglophones, mais concrètement, c'est pas si simple que ça non plus, et du coup, surtout dans la logique service public qui reste quand même très importante en France, où les études supérieures restent relativement peu chères, en tout cas à l'université. Donc voilà, on ne va pas faire dédoubler les cours, les faire en anglais 2 fois, etc. Donc ça, c'est vraiment des questions. Donc voilà, comment on accueille, qui on accueille. Concrètement, actuellement, pour ceux qui arrivent, on demande souvent qu'ils aient une bonne maîtrise de la langue française, surtout en sciences humaines et sociales. C'est peut-être un peu moins vrai en sciences, parce qu'en sciences, il y a d'autres aspects hein, peut-être qui interviennent, mais quand même.
Donc ça, c'est un enjeu, je pense, très sérieux, très important, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la question de la maîtrise de la langue. Dans les universités, par exemple, il y a des cours pour essayer de mettre à niveau en langue les étudiants qui arrivent. Après, ça dépend si vous considérez qu'il y en a trop, mais c'est ce que je disais, c'est un enjeu politique, qu'il y en a trop, qu'il n'y en a pas assez, ou qu'il faut les préserver parce qu'on essaie qu'il y en ait de moins en moins. Et c'est vrai qu'en sciences humaines et sociales et dans les universités, on considérait plutôt qu'il fallait préserver voilà, un certain nombre d'étudiants étrangers qui venaient et que ce n'était pas forcément un problème. De toute manière, j'allais dire, les politiques globales actuelles se chargent de faire qu'on n'en a pas tant que ça, là. Ils ont du mal à arriver jusqu'à nous. Donc, voilà. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, hein, mais là, à chaque fois, je pense que c'est en fonction des politiques en cours. Je ne sais pas quelle est votre situation. Todo, Matías. Oui. Ah, Maricé, écoutez-moi. Maricé, vous avez une question de chat. Ah, vous pouvez me la lire alors, parce que je ne la vois pas. Oui. Liliana Agustín Paredes demande. Alors, faculté de génie industriel, suite à vos présentations, quelles sont vos recommandations d'action d'un point de vue académique? Maricé, nous vivons Oui. une période de transition. En ce moment, nous vivons une période de transition. Un nouveau dialogue s'installe entre le nord et le sud, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Je crois que c'est la question. En ce moment, nous vivons un transitional age. Bah, in this context, we have a new dialogue between North and South. In 21st century, the South is different in 20th century. For example, pour le dialogue, non. Brazil is a big economy now, no? I believe this is the question, no? In this changement mondial, quelle est votre recommandation ou quel est votre avis de grande école? Moi, je pense qu'au niveau de la recherche, il est très important de ne pas s'enfermer, de toute manière, et au niveau d'ailleurs des formations aussi. Les universités ne peuvent pas s'enfermer, doivent continuer effectivement et promouvoir et renouveler sans doute les dialogues nord-sud. Ça, c'est une conviction que je partage. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'en ai parlé un tout petit peu, mais je fais aussi partie de l'association, je suis sociologue, hein, donc l'Association internationale des sociologues de langue française. Nous, on essaie de promouvoir, alors en français, je vous ai parlé de la question de la langue, mais pas seulement, effectivement, les échanges. Et pas seulement avec les pays francophones, mais avec, puisque c'est notre association, les communautés francophones dans les pays, et puis aussi des liens plus larges. Donc ça, une des choses qui nous a fait peur avec la politique récente, c'était si on ne voulait plus d'étudiants étrangers, si on ne compliquait vraiment beaucoup les liens avec les pays, et notamment avec les pays du Sud, en recherche, pour des raisons financières ou d'exigence ou de visa. Ça, c'était considéré par moi, par un certain nombre de collègues, surtout en sciences humaines et sociales, comme un vrai danger. Donc, clairement, je ne sais pas si c'est la première recommandation, c'est d'essayer de préserver ce qui existe, je ne sais pas si c'est, et de développer d'autres choses. Parce qu'il y a d'autres choses, parce que justement, il y a des nouveaux défis aussi, et parce que, en fait, le contexte général est plutôt défavorable à, souvent à ces échanges. Malgré tout, de temps en temps, il y a effectivement des encouragements qui peuvent exister, des liens. Et donc, du coup, là, j'entends mon université dire ça serait bien qu'on fasse des liens ou qu'on développe les liens avec l'Amérique latine. Bon, je suis très heureuse d'avoir eu l'occasion d'aller au Brésil et de faire aujourd'hui
cet échange. Je me rends compte que j'ai vraiment une grande méconnaissance aussi du coup de vos questionnements, de vos problématiques, ce qui n'est pas très malin. J'aurais dû sans doute, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, c'est clair que je vais rendre compte de notre conférence ici, des questions que vous m'avez posées, et qu'on va essayer de réfléchir aux moyens de développer. Après, je suppose que vous avez vos propres contraintes et nous aussi. Mais l'Amérique latine, je vais le dire un peu, voilà, je pense qu'elle est acceptable actuellement. Hein. À un moment, ils en avaient surtout pour l'Amérique du Nord, voilà, et elle est acceptable actuellement pour nos politiques en Europe, alors que les pays d'Afrique étaient moins acceptés, on va dire, visiblement. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose, en tout cas, d'avoir cette ouverture. Et pour autant, je ne vous le cache pas, je vous l'ai déjà dit, les liens avec les pays d'Afrique, je pense qu'il faut les maintenir aussi. On n'est pas que sur une petite partie du pays. Et des liens, il faut toujours les développer en fonction des opportunités, des possibilités, des échanges. Donc, j'ai un collègue, voilà, moi j'ai des collègues qui ont travaillé plus sur le Brésil. Je vais me renseigner pour savoir s'il y en a que je connais pas forcément, mais voilà, qui travaillent aussi sur le Pérou. Et puis à partir de leurs connaissances, certainement qu'il y a des liens qu'on peut développer aussi. J'ai parlé tout à l'heure des doctorats sandwich. Je ne sais pas si vous en avez, mais en tout cas, ça c'était quelque chose, si ça se fait aussi au Pérou comme au Brésil, qui est possible également. Et c'est vrai qu'après, il faut trouver des bons projets finalement, hein, que ce soit projet de recherche, que ce soit projet de mobilité entre enseignants, entre chercheurs, donc voilà, ou voire de formation. Et sur ce projet, il faut essayer de construire et de tisser. Nous, on nous a dit qu'on nous soutiendrait au niveau de l'Université Paris-Saclay pour les projets qu'on aurait avec l'Amérique latine. Donc, du coup, là, c'est clair qu'il faut aller un peu plus loin, j'allais dire, dans l'interconnaissance pour trouver les bons projets qui peuvent vous être profitables et puis être profitables à tout le monde, quoi. Et effectivement, fonctionner. Marie-C, en ce cycle, l'Amérique latine connaît une nouvelle expérience de la langue française. Une nouvelle expérience de la langue française. L'Amérique latine connaît une importante migration haïtienne. L'Haïti se constitue une opportunité pour développer notre politique éducative. Non? Oui. L'Haïti parle français, parle créole. En ce siècle, l'Amérique latine a numerosos haïtiens, ¿no? Chile, Brasil, Péruvian Amazon, et d'autres. Alors, justement, ça rejoint, bon là je prends une autre casquette, hein, mais dans le cadre de l'association dont je vous ai parlé, des sociologues de langue française, on est allé donc au Brésil, c'était un colloque qui était organisé par l'IASLF, et effectivement, ils nous ont dit que l'année prochaine, l'association brésilienne de sociologie organisait une conférence avec tous les pays d'Amérique latine. Enfin, et donc, du coup, qu'on allait proposer dans ce cadre d'organiser un symposium dans le cadre du congrès de la ISLF qui aura lieu à Paris-Saclay en 2028. Donc ça peut être des projets. Donc, je pense qu'ils vont porter aussi cette question-là. Alors, c'est sciences humaines et sociales et sociologie, hein, mais ça peut être un exemple, effectivement, avec un symposium, donc, voilà, vraiment ciblé sur l'Amérique latine à l'intérieur du congrès et où on pourrait développer les échanges. Donc, on est en train de réfléchir aussi aux questions de traduction s'il y a besoin et ce genre de choses pour continuer à nouer des liens. Donc ça, c'est une idée dans un autre cadre. Hein. Ce n'est pas spécialement que sur la recherche sur l'éducation, mais en tout cas, c'est des exemples, je pense, qu'on peut approfondir et qu'on peut essayer de continuer à développer, oui. Ou d'initier quand ils n'existent pas. Merci beaucoup, Marie-C. Amigos, amigas, ¿tienen algún comentario, tienen alguna pregunta? Bon, Marie-C, je voudrais inviter à visiter notre université l'année prochaine. D'accord. Merci beaucoup, oui.
5 a un étudiant à l'école des droits de Paris-Saclay, Ouais. ou notre université en experience in the student exchange. Bon, D'accord. Alors, est-ce que, bah, du coup, je propose qu'on échange aussi par mail avec votre projet. Et puis moi, j'en parlais aussi avec l'équipe de direction et qu'on essaie d'organiser du coup. Donc, c'est vous qui viendriez avec une étudiante, c'est ça ou l'année passée. L'année passée, vous êtes venu déjà, d'accord. Cette année, Elisabeth, Elle compte venir cette année? Octobre, septembre, Elisabeth vive à Reims, en la Bretagne. D'accord. C'est pour ça qu'on parlait de Rennes tout à l'heure. D'accord. À Rennes, hein, en Bretagne. D'accord. Je suppose que vous avez des contacts aussi à Rennes, de toute façon, en Bretagne. Oui. Elle a déjà des contacts, je suppose. Oui, la université de Reims, mais Paris, en Bretagne. Bon, amigos, amigas, por favor, pueden encender sus cámaras para tomar una captura de la sesión por el chat. Por el chat se compartió el link de Paris-Saclay, el link del posgrado, educación, formación, el link del área de research, investigación, para todos ustedes. La clave siempre es el tema investigación. Siempre hay un colega, siempre hay un profesor que tiene un tema de investigación afín al nuestro. En ese sentido, si logramos contactar con este colega, hay 500 universidades muy, muy buenas. Estoy seguro que este colega verá con atención tu propuesta de investigación. La edad, en realidad no es tan importante la edad pensando en una experiencia de investigación entre profesores, ¿no? En ámbito de formación sí, pero ya en investigación con profesores la edad no es tan importante. Si el tema, yo entiendo que todos los temas son importantes, el contacto con el colega correspondiente, Paris-Saclay es muy grande, ingeniería, ciencias, también el área de humanidades y educación, van a tener una bonita experiencia. Bien, ¿podrían prender sus cámaras, por favor, para tomar una captura de la sesión? Un momento. Maman Marise, faut que les photos. Minute. Bon, si pueden prender sus cámaras, por favor, un minuto. Estamos en 1, 2. 1, 2. Muchas gracias. Merci beaucoup, Maguise. C'est notre mot. Oui. En tout cas, je vous remercie et donc on pourra continuer à échanger par mail si vous le voulez. Oui, Oui, par email. I hope that you can visit Lima in the future. Oui. Next year. We have time. In 10 years, Lima celebrate 500 years old.
the Spanish Foundation, but our city has a long indigenous history. Our indigenous history started in 1700 before Christ. In Lima, you can see indigenous architecture, the old times. Men in our city, in our university, amigos, amigas, muchas gracias por su asistencia. En septiembre, ahora en septiembre tenemos la presencia de University College London, la Universidad de Varsovia, la Universidad de Varsovia, entre otras universidades destacadas, pensando en relaciones, intercambios de alumnos y profesores. Alice, Merci beaucoup. merci Muchas beaucoup. gracias. Au revoir. Merci.